Au printemps de 1893, dans les collines noircies par le charbon de la Pennsylvanie rurale, la ville minière d'Ashford témoignait de la relation intime de l'Amérique victorienne avec la mort. C'était une époque où la mortalité hantait chaque foyer, où le spiritisme captivait l'imagination de la nation, et où les enfants étaient enterrés si fréquemment que les familles numérotaient leur progéniture en s'attendant à des pertes. Dans cette communauté soudée de 300 âmes, où chaque visage était connu et chaque tragédie partagée, quelque chose allait bientôt émerger qui défiait non seulement l'explication, mais les fondements mêmes de la réalité. Ce qui s'est passé à Ashford cette année-là reste documenté dans des archives que les érudits peinent encore à ignorer. Mais avant de plonger dans ce cauchemar, laissez un commentaire en bas et dites-moi d'où vous regardez et quelle heure il est chez vous en ce moment. Et si vous êtes nouveau ici et que vous aimez les histoires qui donnent des frissons, appuyez sur le bouton d'abonnement. Croyez-moi, vous voudrez être notifié quand le prochain sortira. Maintenant, commençons. Thomas Blackwell était, d'après tous les témoignages qui subsistent dans les archives historiques, un enfant tout à fait ordinaire. Né en janvier 1886 de William Blackwell, un mineur de charbon, et de sa femme Margaret, une couturière, le garçon ne représentait rien de plus qu'une autre bouche à nourrir dans un foyer déjà mis à rude épreuve par l'économie de la pauvreté industrielle. La famille vivait dans une maison de compagnie de 2 pièces à la lisière, est d'Ashford, leur existence dictée par les rythmes du sifflet de la mine et de la cloche de l'église presbytérienne. Thomas fréquentait l'école locale où il ne manifesta ni une intelligence exceptionnelle, ni des difficultés particulières dans ses études. Son institutrice, mademoiselle Eleanor Hartwell, le décrirait plus tard dans son journal comme un garçon tranquille, ni gênant ni mémorable, un de ceux qui semblaient destinés aux mines comme son père avant lui. Jusqu'au 17 avril 1893, rien chez Thomas Blackwell ne laissait supposer qu'il deviendrait le sujet d'un examen scientifique intense, d'un débat théologique et d'un mystère historique durable. Ce mardi matin-là, tout changea. Le garçon souffrait de ce que sa mère croyait être une fièvre printanière, rien d'inhabituel pour la saison, et elle avait fait venir le docteur James Morrison, l'unique médecin de la ville, pour l'examiner. Le docteur Morrison arriva chez les Blackwell vers 10 heures du matin, son sac de médecin à la main, s'attendant à prescrire les remèdes habituels pour les maladies infantiles. Ce qui se passa durant cet examen serait le premier incident documenté de l'impossible capacité de Thomas Blackwell. Selon le journal personnel du docteur Morrison, qui se trouve aujourd'hui dans les archives de la Société historique de Pennsylvanie, l'examen lui-même ne révéla rien d'anormal. La température du garçon était légèrement élevée, sa gorge présentait une inflammation mineure, mais rien qui ne justifiât une inquiétude particulière. Puis, alors que le docteur Morrison se préparait à partir, Thomas parla avec ce que le médecin décrivit comme une clarté et une précision troublantes. Le garçon annonça au docteur Morrison la date exacte de sa mort, le 3 novembre 1895. Il précisa l'heure, entre 2 et 3 heures de l'après-midi. Il décrivit la cause, une hémorragie cérébrale qui frapperait sans avertissement alors que le docteur serait assis à son bureau, rédigeant des notes sur ses patients. Le docteur Morrison rejeta d'abord cette déclaration, la considérant comme le délire d'un fiévreux, peut-être influencé par la récente confrontation du garçon avec la mort, sa grand-mère étant décédée quelques mois auparavant. Pourtant, la spécificité de la déclaration troubla suffisamment le médecin pour qu'il consigne l'incident dans son journal le soir même, notant avec un détachement clinique que l'enfant parla avec une certitude si particulière, une conviction si absolue dans son ton, que je me suis retrouvé inexplicablement troublé malgré le rejet de telles absurdités par mon esprit rationnel. Cette entrée, conservée dans l'écriture méticuleuse de Morrison,
marque le début d'un phénomène qui allait bientôt consumer la ville entière et défier les limites de la réalité acceptée. Thomas se remit de sa fièvre en quelques jours, et l'expérience troublante du docteur Morrison aurait pu se ranger dans la catégorie des incidents étranges mais oubliables, si ce n'est que 3 semaines plus tard, le 9 mai 1893, le garçon s'approcha de son institutrice à la fin de la journée d'école. Mademoiselle Eleanor Hartwell, âgée de 34 ans, célibataire, dévouée à sa profession avec le dévouement solennel commun aux femmes instruites de son époque, rangeait des papiers à son bureau lorsque Thomas s'attarda après le départ de ses camarades. Ce qui se passa ensuite est documenté dans de multiples sources, notamment dans le propre journal de mademoiselle Hartwell, que sa sœur conserverait après les événements qui suivirent, et dans des témoignages fournis plus tard à des chercheurs de l'Université de Pennsylvanie en visite. Thomas dit à mademoiselle Hartwell qu'elle mourrait le 22 août 1893 vers 7 heures du soir. Mais cette fois, le garçon fournit plus qu'une simple date et une heure. Il décrivit, avec ce que mademoiselle Hartwell nota comme une spécificité glaçante, la manière exacte de sa mort. Elle traverserait le pont en bois sur le ruisseau d'Ashford, de retour d'une visite chez la veuve Patterson du côté nord de la ville, lorsqu'une poutre de soutien, affaiblie par des années de dégâts des eaux invisibles à l'œil nu, céderait sous son poids. Elle tomberait dans le ruisseau, qui serait gonflé par les pluies récentes, et sa robe s'en mêlerait dans des branches submergées. Elle se noierait dans moins de 4 pieds d'eau, incapable de se libérer, tandis que le soleil se coucherait sur les collines environnantes. La réaction initiale de mademoiselle Hartwell, consignée dans son journal ce soir-là, oscilla entre le rejet rationnel et un malaise inexplicable. Elle écrivit que le garçon parla avec une certitude si calme, comme s'il récitait un passage d'un livre d'histoire plutôt que de prophétiser ma disparition, que j'avoue qu'un frisson me parcourut malgré la chaleur de l'après-midi. Elle rejeta la prédiction auprès de ses collègues comme une fantaisie enfantine, peut-être inspirée par des superstitions locales ou des conversations d'adultes surprises au vol, mais elle confia à son journal qu'elle se surprenait à éviter ce pont particulier dans les semaines qui suivirent. La ville observa avec une curiosité nerveuse à l'approche de la date. La nouvelle s'était répandue, comme c'est inévitable dans les petites communautés, et la prédiction de Thomas devint un sujet de spéculation chuchotée. Certains riaient de l'absurdité, d'autres s'inquiétaient sincèrement pour la tranquillité d'esprit de mademoiselle Hartwell, mais peu croyaient vraiment que le garçon possédait une quelconque capacité prophétique authentique. Le soir du 22 août arriva avec l'humidité estivale habituelle. Mademoiselle Hartwell avait en effet rendu visite à la veuve Patterson, un fait qui fit dire plus tard à certains habitants qu'elle avait été poussée par le destin lui-même. En rentrant chez elle vers 6h45, elle choisit délibérément de prendre le chemin le plus long, évitant complètement le pont. Mais les circonstances conspirèrent avec une précision inexorable. Une soudaine tempête d'été se matérialisa depuis les collines de l'ouest, et cherchant un abri contre l'averse, mademoiselle Hartwell fit demi-tour vers le pont le plus proche, celui-là même que Thomas avait nommé. À 7 heures, exactement comme prédit, une poutre de soutien se brisa. Mademoiselle Hartwell tomba, sa robe se prit dans les branches en contrebas, et elle se noya dans le ruisseau en crue sous les yeux de 3 témoins, attirés par ses cris, qui regardaient impuissants depuis la rive, incapables de l'atteindre à temps. Les tentatives d'explication rationnelle de la ville s'effondrèrent face à la spécificité de la réalisation. La mort d'Eleanor Hartwell transforma Thomas Blackwell d'une curiosité en quelque chose de bien plus troublant, et ce qui suivit établit un schéma qui serait méticuleusement documenté dans le plus inattendu des endroits, les registres de l'église presbytérienne d'Ashford. Le révérend Samuel Aldrich, un homme d'éducation et au tempérament sceptique,
commença à tenir des comptes rendus détaillés des prédictions de Thomas après la mort de l'institutrice, reconnaissant qu'il était témoin de quelque chose qui exigeait d'être documenté, quelle que soit sa capacité à l'expliquer. La deuxième prédiction eut lieu le 14 septembre 1893, lorsque Thomas s'approcha de Jacob Thornton, un forgeron de 47 ans, à l'extérieur de l'église après le service du dimanche. Le garçon dit à Thornton qu'il mourrait le 8 octobre à sa forge, écrasé sous une poutre qui tomberait du plafond de l'atelier vers midi. La troisième prédiction suivit quelques jours plus tard. Catherine Mills, âgée de 52 ans, succomberait à une crise cardiaque soudaine le 23 octobre en étendant son linge dans son jardin à 3 heures de l'après-midi. Le révérend Aldrich enregistra les deux prédictions avec une précision méticuleuse, notant que Thomas offrait ces informations sans y être invité, approchant ces sujets avec ce que le révérend décrivit comme le comportement calme d'un recenseur enregistrant simplement des faits déjà écrits. Ce qui rendait ces prédictions particulièrement angoissantes n'était pas seulement leur survenue, mais la manière dont Thomas les livrait. Chaque témoin, et il y en avait maintenant des dizaines qui avaient observé les déclarations du garçon, décrivait les mêmes caractéristiques troublantes. Thomas ne montrait aucune émotion en révélant les dates de décès, ni satisfaction, ni chagrin, ni méchanceté, ni compassion. Il parlait d'un ton neutre et factuel, comme s'il lisait un registre invisible que lui seul pouvait percevoir. Interrogé sur la façon dont il savait ces choses, le garçon ne pouvait fournir aucune explication. Il déclarait simplement qu'il voyait l'information, qu'elle lui apparaissait aussi clairement que l'on pourrait voir des mots imprimés sur une page. Le docteur Morrison, toujours profondément troublé par sa propre prédiction et maintenant véritablement effrayé par la réalisation précise du destin de mademoiselle Hartwell, mena des examens approfondis de Thomas tout au long de septembre et octobre. Ses notes médicales, conservées avec un détail remarquable, révèlent un médecin à la recherche de n'importe quelle explication rationnelle. Morrison testa la vue du garçon, son ouïe, ses facultés mentales. Il interrogea les parents sur d'éventuels traumatismes crâniens, une exposition à des toxines des mines, des maladies inhabituelles dans sa petite enfance. Il consulta des textes médicaux sur les troubles neurologiques, l'épilepsie et même le domaine émergent de la psychologie. Chaque examen révéla un garçon de 7 ans tout à fait normal et en bonne santé. Il n'y avait aucun signe de déficience mentale, aucune preuve de tromperie, aucune anomalie physique que ce soit. Le 8 octobre, Jacob Thornton mourut exactement comme prédit, écrasé lorsque les supports du plafond, pourris par des années de chaleur de la forge, cédèrent à midi. Le 23 octobre, Catherine Mills s'effondra en étendant des draps, morte avant que son corps ne touche le sol. La peur de la communauté s'intensifia à chaque réalisation, mais l'aspect le plus troublant restait Thomas lui-même, qui continuait ses routines d'enfance ordinaires avec une normalité déconcertante, comme si annoncer des morts n'était pas plus remarquable que de commenter la météo. En novembre 1893, la ville d'Ashford s'était fracturée selon des lignes de croyance plus profondes que n'importe quelle division théologique. Le catalogue grandissant des prédictions accomplies de Thomas Blackwell avait créé deux camps distincts au sein de la communauté, chacun réagissant à cette réalité impossible de manière fondamentalement différente. Les croyants, ceux qui avaient vu prédiction après prédiction se réaliser de façon terrible, commencèrent à traiter Thomas avec une crainte superstitieuse qui frisait la vénération. Ils évitaient de croiser son chemin, faisaient des signes de protection à son passage et chuchotaient que le garçon avait été touché par quelque chose au-delà de la compréhension mortelle, que ce soit le jugement divin ou une influence démoniaque, ils ne sauraient le dire. Les sceptiques, moins nombreux chaque semaine, mais s'accrochant désespérément au rationalisme, insistaient sur le fait que la coïncidence
et le biais de confirmation créaient des schémas là où il n'y en avait pas, bien que leurs arguments devenaient de plus en plus creux face à l'accumulation de preuves. Le développement le plus troublant vint de ceux qui cherchaient délibérément Thomas, poussés par un besoin désespéré de connaître leur sort, ou, plus inquiétant, d'apprendre s'ils seraient bientôt débarrassés de conjoints, partenaires commerciaux ou créanciers indésirables. Le garçon ne pouvait cependant être ni contrôlé ni dirigé. Ses prédictions venaient quand elles venaient, sans y être invité et sans être sollicité, ne suivant aucun schéma que quiconque pouvait discerner. En décembre, les registres du révérend Aldrich documentaient 15 prédictions confirmées, chacune accomplie avec une précision impossible. Thomas s'était passé au-delà des simples dates et causes, fournissant maintenant des détails élaborés sur des circonstances qui auraient dû être inconnaissables. Il dit au contremaître de la mine, Robert Hayes, qu'il mourrait dans le puits numéro 7 le 4 janvier 1894, lorsqu'une poutre de soutènement se fissurerait à une fracture de contrainte jusqu'alors indétectable, exactement à 18 pieds sous la surface. Il informa la vieille madame Pemberton qu'elle subirait un accident vasculaire cérébral mortel en lisant le psaume 23 dans sa chambre le soir du 19 décembre, et que sa Bible tomberait ouverte à cette page exacte lorsque sa fille trouverait son corps le lendemain matin. L'Ashford Gazette, le journal hebdomadaire de la ville, publia son premier article sur Thomas le 30 novembre 1893, un article soigneusement formulé qui reconnaissait les coïncidences particulières entourant le fils du mineur tout en évitant d'endosser des explications surnaturelles. Le rédacteur en chef, Jonathan Webb, prit cependant la mesure extraordinaire de transmettre la documentation à des collègues du Pittsburgh Post-Gazette et de correspondre avec les autorités médicales de l'université Johns Hopkins, reconnaissant que le phénomène exigeait une attention dépassant la capacité de compréhension de leur petite ville. La réponse des autorités extérieures transformerait bientôt Thomas d'une curiosité locale en un sujet d'intérêt national. Au sein du foyer des Blackwell, la capacité du garçon avait créé une atmosphère de tension insupportable. William Blackwell, le père de Thomas, se mit à boire abondamment, incapable de réconcilier sa compréhension rationnelle du monde avec ce que son fils était devenu. Margaret Blackwell se retira dans un silence quasi total, terrifiée par ce que Thomas pourrait révéler sur son propre sort ou celui de son mari. La famille se retrouva de plus en plus isolée, leurs voisins ne sachant s'il fallait offrir de la sympathie ou maintenir une distance craintive. La fréquentation de l'église devint une épreuve, les fidèles s'écartant du banc des Blackwell, les laissant dans une auréole d'espace vide. Plusieurs familles interdirent à la jeune sœur de Thomas, Hannah, âgée de 4 ans, de jouer avec leurs enfants, comme si le terrible don du garçon pouvait d'une manière ou d'une autre s'avérer contagieux. Le foyer existait dans un état de terreur perpétuelle, attendant que Thomas prononce les mots qu'il craignait le plus d'entendre, sachant que lorsqu'il le ferait, ces mots porteraient le poids d'une certitude absolue. En janvier 1894, une équipe de 3 chercheurs de l'Université de Pennsylvanie arriva à Ashford, attirée par la correspondance qui avait atteint les cercles académiques et la documentation croissante que même les universitaires sceptiques ne pouvaient entièrement ignorer. Le docteur Herbert Waldman, un neurologue, le docteur Richard Kemper, un psychologue spécialisé dans le développement de l'enfant, et le professeur David Ashworth, un physicien s'intéressant aux phénomènes inexpliqués, vinrent préparer à exposer une fraude, un malentendu ou une illusion collective. Ils apportèrent avec eux les outils de l'enquête scientifique, des protocoles d'observation détaillés, des instruments de mesure, des expériences soigneusement conçues pour tester la tromperie sensorielle ou des supercheries élaborées. Ce qu'ils documentèrent au cours des 6 semaines suivantes ébranlerait leur certitude jusqu'au fondement
et aboutirait à des articles qui seraient publiés dans le Journal of the American Medical Association et les Proceedings of the American Society for Psychical Research, des articles qui restent controversés à ce jour. Les chercheurs s'installèrent à Ashford et commencèrent leur enquête avec un scepticisme rigoureux, interrogeant les témoins, examinant les registres de l'Église et les dossiers médicaux, cherchant toute preuve de coordination ou de fraude. Ils observèrent Thomas dans divers contextes, à l'école, à la maison, dans des environnements contrôlés qu'ils avaient établis spécifiquement pour les tests. Ils le soumirent à des examens médicaux plus approfondis que tout ce que le docteur Morrison avait tenté, mesurant ses réponses physiologiques lorsqu'il faisait des prédictions, testant toute technique d'indice inconscient ou de lecture à froid. Les notes du docteur Waldman, conservées dans les archives de l'université, révèlent un homme luttant contre ses propres découvertes. Chaque test de tromperie échoua. Chaque tentative de trouver une explication neurologique rationnelle ne rencontra qu'un enfant en parfaite santé. Puis, le 3 février 1894, Thomas s'approcha du professeur Ashworth dans le salon de la pension, où les chercheurs avaient établi leur quartier général. Le garçon dit au professeur que le docteur Kemper mourait le 27 février 1894, vers 4 heures de l'après-midi, lorsqu'un anévrisme cérébral, congénital et jusqu'alors non détecté, se romprait alors qu'il mènerait un entretien avec Madame Sarah Foster au sujet de son défunt mari, l'une des prédictions antérieures de Thomas. Les chercheurs se trouvèrent face à une situation impossible. Le docteur Kemper, âgé de 41 ans et en excellente santé apparente, devint le sujet de l'examen le plus intense de ses collègues. Il pouvait documenter, en temps réel, si la capacité de Thomas s'étendait au-delà de la communauté insulaire d'Ashford à des étrangers, à des hommes de science arrivés sans aucun lien avec les réseaux sociaux ou les superstitions de la ville. L'attente fut atroce, mais le docteur Kemper insista pour continuer la recherche, documentant quotidiennement son propre état physique et mental, se soumettant à des examens médicaux qui ne trouvèrent rien d'anormal. Le 27 février, le docteur Kemper maintint son entretien prévu avec Madame Foster. À 4 heures, sous les yeux du docteur Waldman et du professeur Ashworth, qui s'étaient postés à l'extérieur de la pièce, Richard Kemper s'effondra au milieu d'une phrase. Une hémorragie cérébrale massive mettant fin à sa vie en quelques minutes. L'autopsie, pratiquée à Pittsburgh par des médecins n'ayant aucune implication préalable dans l'affaire, confirma la présence d'un anévrisme congénital qui n'aurait pas pu être détecté avec la technologie médicale disponible. L'enquête scientifique des chercheurs était devenue sa propre preuve, documentée avec une précision qui rendait tout rejet impossible, laissant le docteur Waldman et le professeur Ashworth achever leur rapport tout en se débattant avec la réalité qu'ils avaient été témoins de quelque chose qui défiait chaque principe de la loi naturelle qu'ils avaient passé leur carrière à défendre. Le 12 mars 1894, Thomas Blackwell fit la prédiction qui allait transformer son cas de phénomène régional en crise nationale. La prédiction que les journaux à travers le pays rapporteraient avec une fascination horrifiée, la prédiction qui représentait le sommet absolu du traumatisme collectif de la ville. Il s'approcha d'Alice Morrison, âgée de 10 ans, fille du même docteur Morrison, qui avait été le premier à documenter la capacité de Thomas près d'1 an plus tôt, et lui dit avec sa précision caractéristique et sans émotion qu'elle mourrait le 3 avril 1894, à 2 heures de l'après-midi. Les circonstances qu'il décrivit étaient si spécifiques, si apparemment évitables, qu'elles donnèrent à la communauté un espoir désespéré que peut-être, pour une fois, le destin pourrait être déjoué. Alice serait en train de jouer dans le jardin clôturé de la famille Morrison, un espace que ses parents considéraient
comme totalement sûr, lorsqu'un vent d'une force inhabituelle délogerait un fleuron décoratif en fer du toit de leur maison à 2 étages. L'ornement, pesant environ 12 livres, tomberait avec l'angle exact nécessaire pour frapper Alice alors qu'elle se tiendrait près du mur arrière de la maison. Thomas précisa quelle section du toit, dans quelle direction Alice serait tournée, et même le jeu auquel elle jouerait avec sa poupée à ce moment précis. Le docteur Morrison, vivant déjà sous le poids de sa propre mort prédite encore à plus d'1 an, réagit avec toute la force de sa formation médicale et de son désespoir paternel. Il fit immédiatement enlever le fleuron du toit. Il fit inspecter et sécuriser chaque objet lâche à l'extérieur de la maison par 3 entrepreneurs différents. Il interdit à Alice de jouer dans le jardin, puis décida que la famille quitterait la ville pendant toute la semaine entourant la date prédite, voyageant pour séjourner chez des parents à Philadelphie où l'influence de Thomas, quelle que soit sa nature, ne pourrait sûrement pas les atteindre. La communauté se rallia aux Morrison avec une solidarité sans précédent. Si Alice Morrison pouvait être sauvée, si une seule des prédictions de Thomas pouvait être empêchée, alors peut-être que le cauchemar qui avait consumé Ashford pendant près d'1 an pourrait enfin être brisé. Les familles prièrent ensemble, les voisins veillèrent, et toute la ville retint son souffle collectif. Mais les Morrison n'arrivèrent jamais à Philadelphie. Le matin du 3 avril, leur train fut retardé par des difficultés mécaniques à Harrisburg. À midi, face au choix de rester dans une ville inconnue ou de rentrer chez eux, le docteur Morrison prit la décision de terminer le voyage de retour à Ashford, convaincu que le fleuron retiré signifiait que sa fille était en sécurité dans sa propre maison. Ils arrivèrent à 1h30. À 2 heures précises, alors qu'Alice jouait dans le jardin malgré les protestations de son père, elle se tint près du mur arrière et fit quelque chose qui serait documenté par 3 témoins, y compris sa propre mère. Un coup de vent exceptionnel, plus fort que tout ce qui avait été enregistré dans la région ce printemps-là, balaya la propriété des Morrison. Le fleuron décoratif, qui avait été enlevé et laissé dans la cour latérale, fut projeté en l'air, soulevé par la rafale impossible, et frappa Alice Morrison à l'angle et à l'endroit exact que Thomas avait spécifié. Elle mourut sur le coup. Le traumatisme qui se propagea à travers Ashford par la suite fut absolu et dévastateur. L'affaire fit la une des journaux à Pittsburgh, Philadelphie, New York et Boston. Le New York Times publia un long article le 8 avril se demandant si l'incident représentait une véritable préconition ou le canular le plus élaboré et le plus troublant de l'histoire moderne, bien que le journal ne pût fournir aucune explication sur la manière dont un tel canular aurait pu être accompli. Thomas Blackwell, âgé de 7 ans, avait démontré quelque chose qui transcendait la simple prédiction et entrait dans le domaine du destin inéluctable. Le 15 avril 1894, 12 jours après que la mort d'Alice Morrison eut brisé ce qui restait de la santé mentale collective de la ville, Thomas Blackwell s'assit à la table de la cuisine familiale et dit à sa mère quelque chose qui la réduisit, en quelques instants, à des sanglots inconsolables. Margaret Blackwell, qui avait vécu pendant près d'1 an dans la terreur de ce moment précis, entendit son fils parler avec la même certitude neutre et sans émotion qu'il avait utilisée pour chaque autre prédiction, lui disant qu'il mourrait le 7 mai 1894, vers 11 heures du matin. La manière de la mort qu'il décrivit portait en elle une spécificité horrifiante qui rendait tout espoir de prévention impossible dès l'instant où les mots quittèrent ses lèvres. Thomas dit à sa mère qu'il marcherait le long du sentier, à côté du ruisseau d'Ashford, le même ruisseau où mademoiselle Hartwell s'était noyée en août précédent, lorsqu'il subirait ce qu'il appela un arrêt du cœur. Il s'effondrerait sur le sentier, à l'endroit où le grand chêne se penchait sur l'eau, et il serait mort avant que son corps ne touche le sol. Il n'y aurait aucune blessure,
aucune cause externe, simplement une cessation de la fonction cardiaque chez un garçon de 7 ans qui n'avait jamais montré aucun signe de maladie cardiaque ou d'anomalie médicale. La prédiction ne vint qu'avec 3 semaines d'avertissement, 3 semaines pour qu'une communauté déjà traumatisée, au-delà de toute mesure, affronte la mort imminente de l'enfant même dont l'impossible capacité avait causé tant de souffrance. Le docteur Morrison, encore sous le choc de la perte de sa fille, examina Thomas avec une minutie désespérée, cherchant toute anomalie cardiaque qui pourrait être traitée ou prévenue. Il ne trouva rien. Le cœur du garçon était fort, son pouls régulier, sa condition physique entièrement normale. William Blackwell, le père de Thomas, prit la décision que le garçon ne serait en aucun cas autorisé à s'approcher du ruisseau, qu'il serait gardé dans la maison, sous surveillance constante, jusqu'à ce que la date prédite soit passée et prouve, enfin, que la capacité de Thomas n'était pas absolue. La communauté, malgré sa peur du garçon, malgré les morts qui s'étaient accumulées dans son sillage, se rallia avec une détermination angoissée pour le protéger. Des gardes furent postés le long du sentier du ruisseau. On offrit à la famille une assistance 24 heures sur 24, et le révérend Aldrich mena des veillées de prière qui se poursuivirent de l'aube au crépuscule. Mais sous chaque effort se cachait un sentiment croissant de terreur cosmique, la reconnaissance qu'il ne luttait pas contre le hasard ou les circonstances, mais contre quelque chose de bien plus fondamental et immuable. Chaque prédiction précédente s'était réalisée malgré les précautions, malgré les tentatives désespérées de prévention, malgré toutes les ressources de l'action humaine jetées contre le courant d'un destin prédéterminé. Les tentatives pour sauver Alice Morrison, élaborées et complètes, avaient échoué avec une précision presque moqueuse. Si Thomas avait vraiment vu sa propre mort, si la même force inexorable qui avait gouverné chaque autre prédiction s'appliquait maintenant au garçon lui-même, alors aucune vigilance, prière ou intervention médicale ne pourrait altérer ce qui avait déjà été écrit dans le registre du destin que lui seul pouvait lire. Les 3 semaines entre la prédiction et sa réalisation devinrent une période d'angoisse collective sans précédent pour la ville, observant un enfant approcher de sa propre mort, annoncée avec la même acceptation calme qu'il avait montrée en prédisant la mort des autres, attendant impuissamment que le 7 mai arrive et démontre une fois de plus que l'avenir, du moins pour Thomas Blackwell, n'était pas simplement probable, mais absolument terrifiante, certain. Le matin du 7 mai 1894 arriva avec un froid et un ciel gris inhabituel pour la saison, qui semblait refléter la terreur collective de la ville. Thomas Blackwell se réveilla à son heure habituelle, prit son petit déjeuner avec sa famille sous les yeux attentifs de ses parents et du docteur Morrison, qui avait pris résidence chez les Blackwell pour la dernière semaine. Le garçon ne montra aucune peur, aucune appréhension concernant la mort qu'il avait prédite pour lui-même, affichant le même calme troublant qui avait caractérisé chacune de ses déclarations. La famille avait été confinée dans sa maison, des gardes postés à chaque entrée, le sentier le long du ruisseau d'Ashford bloqué aux 2 extrémités par des volontaires déterminés à ce que Thomas n'atteigne pas, ne puisse pas atteindre, l'endroit qu'il avait spécifié. À 10h30 du matin, 30 minutes avant l'heure prédite, Margaret Blackwell quitta le côté de son fils pour pas plus de 2 minutes afin de chercher un verre d'eau dans la cuisine. Dans ce bref intervalle, Thomas sortit par la porte d'entrée, passant devant son père, qui témoigna plus tard avoir regardé directement l'entrée et n'avoir rien vu, comme si le garçon s'était simplement matérialisé à l'extérieur. Au moment où son absence fut découverte, Thomas marchait déjà vers le ruisseau d'un pas déterminé qui suggérait non pas une fuite, mais une inévitabilité. William Blackwell et le docteur Morrison coururent après lui, criant son nom,
Mais le garçon ne s'arrêta ni ne se retourna. Il atteignit le chêne qui se penchait sur l'eau à 11 heures précises. Des témoins, dont le révérend Aldrich, qui avait maintenu une vigile près du ruisseau malgré les gardes postés, rapportèrent que Thomas marqua une pause d'un seul instant, leva les yeux au ciel avec une expression qui aurait pu être de la paix ou de la résignation, puis s'effondra exactement comme il l'avait prédit. Son père l'atteignit en quelques secondes, le docteur Morrison quelques instants plus tard, mais Thomas Blackwell était déjà mort, son cœur simplement arrêté dans un corps qui, l'autopsie le confirmera plus tard, ne montrait aucune maladie, aucun défaut, aucune explication médicale pour une mort cardiaque subite chez un enfant de 7 ans en bonne santé. L'effondrement psychologique de la communauté qui s'ensuivit fut immédiat et total. La dernière entrée du journal du révérend Aldrich concernant l'affaire, datée du 8 mai 1894, dit simplement « Que Dieu nous vienne en aide à tous, car nous avons été témoins de quelque chose qui ne devrait pas être possible dans sa création, et je ne sais plus que croire sur la nature de la réalité elle-même. » Le docteur Morrison, qui mourra lui-même le 3 novembre 1895, exactement comme Thomas l'avait prédit lors de cette première rencontre fébrile, écrivit dans ses notes médicales que « La mort du garçon représente soit l'illusion de masse la plus élaborée de l'histoire, soit la preuve que le libre arbitre est une illusion et que nos futurs sont écrits dans la pierre avant que nous ne prenions notre premier souffle. » Ce qui devint immédiatement et de manière troublante évident, c'est que la mort de Thomas marqua la fin absolue des prédictions. Aucun autre résident d'Ashford ne reçut de date de décès après le 7 mai 1894, comme si le canal impossible qui s'était ouvert à travers le garçon s'était refermé avec son dernier battement de cœur. La ville plongea dans un traumatisme collectif dont elle ne se remettrait jamais complètement, hantée par la certitude que 23 personnes étaient mortes exactement quand et comment un enfant de 7 ans l'avait dit, et que l'enfant lui-même avait marché volontairement vers sa propre fin annoncée, avec le calme de quelqu'un lisant la dernière page d'un livre déjà écrit. La documentation du cas de Thomas Blackwell reste conservée dans de multiples archives à travers la Pennsylvanie, vérifiée par des historiens et des chercheurs qui ont examiné les sources originales avec une sophistication croissante au cours du siècle dernier et plus. Les registres de l'église du révérend Aldrich, les journaux médicaux du docteur Morrison, la correspondance entre les chercheurs de l'Université de Pennsylvanie, les articles de journaux de 1893 et 1894, les certificats de décès qui correspondent aux prédictions de Thomas avec une précision troublante. Tous ces documents existent sous forme physique, écrits de la main de témoins qui n'avaient aucun motif concevable de tromperie coordonnée et aucun cadre pour comprendre ce qu'ils avaient vécu. Les chercheurs modernes qui ont examiné le cas, armés de profils psychologiques, d'analyses statistiques et d'une méthodologie historique bien au-delà de ce qui était disponible à l'époque victorienne, se sont retrouvés confrontés à la même conclusion impossible que les habitants d'Ashford. Soit la documentation représente un canular extraordinairement élaboré, impliquant des dizaines de participants à travers plusieurs institutions, soit Thomas Blackwell possédait une capacité qui contredit fondamentalement notre compréhension de la causalité, du temps et de la conscience humaine. Aucune explication satisfaisante n'a jamais été trouvée. Les tentatives de rejeter le cas comme une hystérie collective ou un biais de confirmation s'effondrent face à la spécificité des prédictions et à la diversité des témoins, y compris des scientifiques formés qui sont arrivés en sceptiques et sont repartis en croyants traumatisés. Le cas de Thomas Blackwell n'est pas unique dans les annales historiques, bien qu'il reste parmi les plus minutieusement documentés. Des récits similaires apparaissent tout au long de l'histoire, des histoires chuchotées d'individus qui pouvaient voir la mort approcher,
des oracles qui parlaient avec une exactitude terrible de futurs qui n'étaient pas encore arrivés. Ce qui rend le cas de Thomas particulièrement significatif, c'est la richesse de la documentation, l'implication d'observateurs instruits et la précision pure de la réalisation qui rend tout rejet intellectuellement malhonnête. Les implications philosophiques restent aussi troublantes aujourd'hui qu'elles l'étaient en 1894. Si Thomas Blackwell a vraiment vu l'avenir avec une parfaite exactitude, si ses prédictions représentaient non pas des probabilités mais des certitudes, alors qu'est-ce que cela signifie pour l'agence humaine, pour le concept de choix, pour la croyance fondamentale que nos actions façonnent nos destins? Les archives suggèrent un univers où l'avenir existe déjà sous une certaine forme, où le temps n'est pas la progression linéaire que nous expérimentons, mais quelque chose de plus complexe et de plus terrifiant, où le libre arbitre pourrait n'être rien de plus que l'illusion du choix dans une histoire déjà écrite. Les archives restent ouvertes aux chercheurs, les documents disponibles pour examen, et personne ne peut encore expliquer ce qui s'est passé à Ashford, en Pennsylvanie, en 1893 et 1894. Le garçon qui pouvait nommer votre date de décès est mort depuis plus d'un siècle, mais les questions qu'il a soulevées, la réalité impossible qu'il représentait, continuent de hanter quiconque examine les preuves avec une honnête rigueur. Certaines portes, une fois ouvertes, ne peuvent être refermées, et certaines connaissances, une fois acquises, ne peuvent être désapprises. Thomas Blackwell a ouvert une telle porte, et ce qui se trouve au-delà reste aussi inexplicable et terrifiant aujourd'hui que ce le fut en ce matin froid de mai 1894, lorsqu'un garçon de 7 ans marcha calmement vers sa propre mort prédite et laissa derrière lui un mystère qui refuse d'être résolu.